Le 4 novembre 2025, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, un analyste pose à Francisco Gomes Neto, le patron d'Embraer, une question presque banale. Où en est le fameux turbopropulseur de nouvelle génération? Ce projet annoncé en fanfare, dévoilé en maquette spectaculaire, promis comme le futur de l'aviation régionale. La réponse tombe, sèche, glaçante. Le projet a été annulé, par eux-mêmes. Il n'y a plus, à ce stade, le moindre programme dans cette direction. Pas reporté, pas gelé, annulé, mort et enterré. Mesurez bien ce qui vient de se produire. Le troisième constructeur aéronautique de la planète, le géant brésilien qui assemble des avions de ligne et des jets d'affaires vendus de Tokyo à Dallas, vient d'avouer devant ses propres actionnaires une chose à peine croyable. Il est incapable de construire un simple avion régional à hélice. Pas un chasseur furtif, pas un long courrier de 300 places bourré d'électronique. Un modeste turbopropulseur de 70 à 90 sièges, le genre d'appareil qu'on imagine presque rustique, bon pour relier deux villes de province. Et pourtant, après 6 années d'études, de promesses et de communiqués triomphants, le Brésil a baissé les bras. La raison de cet aveu est plus humiliante encore que l'aveu lui-même. Le projet n'a pas été tué par un concurrent, ni par une crise, ni par un manque d'argent. Il a été tué par un détail que les ingénieurs brésiliens n'ont jamais réussi à régler, le moteur. Dès la fin de l'année 2022, Embraer devait trancher entre deux motoristes, le Canadien Pratt & Whitney Canada et le Britannique Rolls-Royce. Ce choix n'est jamais venu, jamais. Année après année, la décision glissait et l'avion attendait un cœur qu'on ne lui donnait pas. Sur le papier, la machine devait voler 20% plus vite et coûter 15% moins cher par siège que tout ce qui existait. Mais sans moteur capable de tenir ses promesses, le rêve n'était qu'une superbe image de synthèse. Et des images de synthèse, il y en a eu. En 2020, une première maquette au moteur monté sous l'aile. En 2021, une deuxième version au moteur placé à l'arrière du fuselage. Des stands rutilants dans les salons aéronautiques, des animations léchées, des journalistes conviés, des sourires de dirigeants. Tout y était, sauf l'essentiel. Pas un seul client de lancement, pas un seul gouvernement prêt à financer l'aventure, et au final, pas un seul boulon réellement assemblé. À l'été 2025, le verdict était déjà sans appel. En interne, on évoquait pudiquement un dossier rangé au congélateur. Quelques mois plus tard, on l'a tout simplement jeté à la poubelle. Des années de travail, des millions engloutis, pour un avion qui n'aura jamais existé ailleurs que dans des fichiers PowerPoint et des dossiers de presse. Voilà le détail que personne n'a relevé sur le moment et qui change pourtant tout. En enterrant son turbopropulseur, Embraer ne signait pas seulement son propre échec, il laissait derrière lui un trou béant. Car en quittant cette catégorie, le Brésil venait grossir les rangs d'un cimetière déjà bien rempli. Et au bord de ce cimetière, debout, seul, intact, il ne restait plus qu'un seul nom, un nom européen, un nom français. Pour saisir l'ampleur de la scène, il faut regarder ce champ de ruines de près, parce qu'il est spectaculaire. Pendant des décennies, l'avion régional à hélice a été un terrain encombré, disputé par une dizaine de constructeurs à travers le monde. Le néerlandais Fokker alignait ses Fokker 50. Le suédois Saab produisait ses Saab 340 et ses Saab 2000. Les Britanniques avaient leurs propres appareils. Et le Brésil, justement, avait bâti une part de sa fierté industrielle sur le petit EMB 120 Brasilia, vendu par centaines dans les années 80 et 90. Tout ce petit monde se partageait un marché vivant, bruyant, plein d'avenir. Puis, un par un, ils ont tous quitté la scène. Fokker a fait faillite et s'est évaporé. Saab a cessé de produire ses avions civils pour se concentrer sur le seul militaire. Les Britanniques ont tourné la page. Le Brasilia a pris sa retraite sans jamais trouver d'héritier. Il ne restait plus alors que deux survivants face à face, deux derniers gladiateurs, le Canadien et l'Européen. Le Canadien, c'était Bombardier, avec sa célèbre famille Dash et son Dash 8 400, un turbopropulseur rapide et nerveux, orgueil de l'industrie du Québec. L'Européen, c'était Toulouse. Là encore, l'histoire a basculé. Étranglé par ses dettes, Bombardier a fini par se débarrasser de toute son activité d'avions commerciaux. Le programme Dash a été cédé à un autre acteur canadien, De Havilland, qui a juré de poursuivre l'aventure. Serment vite oublié. La chaîne du Dash s'est arrêtée net et personne, depuis, n'a osé la relancer. Officiellement, on parle d'une pause. Dans les faits, plus un seul Dash 9 ne sort de chaîne
et rien n'annonce qu'il en sortira un jour. C'est ainsi, sans bataille rangée, sans coup d'éclat, par simple épuisement de tous ses rivaux, qu'un seul constructeur au monde s'est retrouvé à fabriquer encore aujourd'hui des avions régionaux à hélice flambant neufs. Un seul, en France. Pendant que le Brésil annonçait son renoncement, que le Canada laissait son usine s'éteindre, que la Suède et les Pays-Bas n'étaient plus que des souvenirs, la France, elle, continuait de livrer, de vendre, de produire, sans bruit. La question qui surgit alors donne le vertige, et c'est tout le sujet de cette histoire. Comment un pays que l'on dit en déclin, dont on répète à longueur d'éditoriaux qu'il ne sait plus rien fabriquer, s'est-il retrouvé seul maître d'une catégorie entière de l'aviation mondiale? Comment a-t-il tenu là où les géants brésiliens, canadiens, suédois et néerlandais ont tous renoncé les uns après les autres? Et surtout, ce monopole improbable est-il un triomphe éclatant ou un cadeau empoisonné? La réponse mérite d'être racontée sans la moindre tricherie. Mais une chose est déjà certaine. Ce 4 novembre 2025, sans tirer un seul coup de feu, la France est devenue la dernière nation au monde encore capable de construire cet avion-là. Avant de comprendre comment la France a tenu, il faut comprendre pourquoi tenir, ici, relève de l'exploit. Car cette catégorie d'avions n'est pas un marché comme les autres, c'est un piège. Un piège qui a refermé ses mâchoires sur chacun de ceux qui s'y sont aventurés, et c'est en démontant sa mécanique que l'on mesure vraiment ce que signifie en sortir vivant. Commençons par une évidence que la plupart des voyageurs oublient. Sans ces modestes appareils à hélice, des régions entières de la planète seraient purement et simplement coupées du reste du monde. Une île battue par les vents au large de l'Écosse, une piste de montagne taillée à flanc de roche, une bande de gravier au fond de l'Australie, une ville moyenne reliée à sa capitale par une ligne trop maigre pour justifier un gros porteur. Dans tous ces endroits, le turbopropulseur n'est pas une option parmi d'autres, c'est le seul lien possible. Là où la piste est courte, où le bitume manque, où les passagers se comptent en dizaines et non en centaines, aucun avion de ligne classique ne peut se poser, et surtout, aucun ne peut le faire sans ruiner la compagnie qui l'exploite. Et c'est là que se cache la première loi cruelle de ce métier. Sur ces trajets courts, le turbopropulseur écrase littéralement la concurrence sur le seul terrain qui compte vraiment pour une compagnie aérienne, le coût. À basse altitude, sur de petites distances, une hélice entraînée par une turbine consomme bien moins de kérosène qu'un réacteur. Sur ces lignes, on cite couramment jusqu'à un tiers de carburant économisé par rapport à un petit avion à réaction équivalent. Un tiers. Pour une compagnie qui survit à quelques euros près par siège, ce n'est pas un détail, c'est la frontière entre le profit et la faillite. À l'heure où chaque gramme de dioxyde de carbone se paie de plus en plus cher, à l'heure où l'Europe traque les émissions du transport aérien, l'avion à hélice longtemps moqué comme une reliquaise révèle soudain l'élève le plus vertueux de toute l'aviation commerciale. Voilà le paradoxe vertigineux de cette histoire. L'objet le plus démodé du ciel est aussi l'un des plus modernes par sa sobriété. Et pourtant, il reste l'enfant pauvre, le mal-aimé. Aux États-Unis en particulier, le voyageur méprise l'hélice. Il la juge dépassée, bruyante, vaguement inquiétante, et préfère systématiquement le petit avion à réaction, plus rapide en apparence, plus prestigieux à ses yeux. Résultat de ce snobisme, pendant des années, les compagnies américaines ont aligné des flottes entières de petits jets régionaux pour séduire un public qui refusait de monter dans un avion à hélice. Sauf que la réalité économique a fini par présenter la facture. Ces mêmes petits jets régionaux, trop gourmands, trop coûteux à faire voler sur des lignes trop maigres, se retrouvent aujourd'hui par centaines garés sur des parkings d'aéroports, cloués au sol, non par une panne, mais par les mathématiques. Le choix moderne s'effondre sous son propre poids, pendant que la vieille hélice, elle, continue tranquillement de remplir son office et de gagner de l'argent. La mode avait tort, la turbine avait raison. Mais si ce marché est si indispensable, si l'avion régional à hélice est à ce point irremplaçable, alors une question s'impose. Pourquoi diable presque tous les constructeurs ont-ils fui ce segment comme on fuit un incendie? La réponse tient en deux mots impitoyables: trop petit. Le marché mondial de l'avion régional à hélice est minuscule à l'échelle de l'aéronautique. On y livre quelques dizaines d'appareils par an, là où les géants de l'avion de ligne en écoulent des centaines. Les marges y sont étroites, le volume faible, la clientèle dispersée entre des dizaines de petites compagnies du bout du monde.
Et par-dessus ce marché étriqué pèse un mur que personne n'a su franchir. Le moteur. Concevoir une motorisation entièrement nouvelle pour un avion coûte des milliards. Or, aucun motoriste sur Terre ne peut espérer rentabiliser des milliards d'investissements en les étalant sur quelques dizaines d'appareils par an. C'est mathématiquement impossible. Ce mur, c'est précisément lui qui a brisé l'ambition brésilienne. Embraer voulait un turbopropulseur radicalement neuf, plus rapide et plus économe. Mais un tel avion exigeait un moteur de rupture que l'industrie n'a jamais voulu financer pour un débouché aussi étroit. Le marché était trop maigre pour nourrir l'innovation qu'il réclamait. C'est le serpent qui se mord la queue, le piège parfait. Pour conquérir ce segment, il faudrait dépenser une fortune que ce segment ne remboursera jamais. Comprenez bien dès lors ce que vaut le survivant. Celui qui tient encore debout dans cette catégorie ne brandit pas un trophée doré, ne règne pas sur un Eldorado. Il a planté son drapeau au cœur d'un champ de bataille jonché de carcasses industrielles sur le seul terrain de l'aviation mondiale où entrer revient presque toujours à se condamner. Le Néerlandais y a laissé sa peau, le Suédois a préféré déserter, le Canadien a éteint la lumière, et le Brésilien, le plus puissant de tous, vient d'avouer qu'il n'en avait ni le moteur ni le courage. Tous ont reculé devant cette mécanique implacable. Tous, sauf un. Un seul constructeur a non seulement refusé de fuir, mais a choisi, en pleine déroute générale, de faire exactement l'inverse de tout le monde. Produire davantage, embaucher, rouvrir des chaînes. Pendant que les autres rangeaient leurs outils, lui rallumait ses fours. Ce survivant insolent a un nom, et c'est l'histoire d'un mariage improbable, à moitié français, à moitié venu d'ailleurs, scellé dans une petite ville du sud-ouest de la France. Et pour comprendre comment il a réussi là où des géants ont péri, il faut maintenant entrer dans son usine. Ce survivant porte un nom d'une banalité presque comique pour une telle légende industrielle. Il s'appelle ATR, 3 lettres pour Avion de transport régional. Pas de nom de fauve, pas de référence mythologique, pas de slogan flamboyant. Juste la description administrative de ce que fait l'entreprise. Des avions pour le transport régional. Et c'est déjà tout un programme. Là où d'autres rêvaient de révolution, celui-ci s'est contenté, dès le premier jour, de faire sobrement son travail. Son histoire débute en 1981, dans une union que rien ne destinait à durer. 2 industriels que presque tout séparait décident d'unir leurs forces. D'un côté, le français Aérospatiale, ancêtre direct de l'actuel Airbus. De l'autre, l'italien Aeritalia, aujourd'hui devenu Leonardo. À parts égales, 50% chacun, ils fondent une co-entreprise installée à Toulouse, cette même ville du sud-ouest de la France d'où s'élancent les plus grands avions de ligne européens. Disons-le sans détour, parce que l'honnêteté est la seule façon de raconter une vraie victoire, ATR n'est pas une entreprise 100% française. C'est un couple franco-italien et ses moteurs, eux, viennent du Canada, signés Pratt & Whitney Canada. Mais le cerveau, la chaîne finale, la direction du programme, le pilotage de toute l'aventure, tout cela bat à Toulouse, sur le sol français. De cette union naissent 2 appareils, 2 frères qui vont traverser les décennies. D'abord l'ATR 42, qui emporte une 50aine de passagers. Puis son grand frère, l'ATR 72, qui en transporte jusqu'à 70, voire davantage. 2 avions sobres, solides, reconnaissables à leurs longues ailes droites posées sur le sommet du fuselage et à leurs 2 hélices entraînées par la fidèle famille de moteurs PW127. Rien de spectaculaire au premier coup d'œil. Et c'est exactement là que se cache le génie discret de la maison toulousaine. Car rappelez-vous le mur qui a broyé tous les autres. L'impossibilité de rentabiliser un moteur entièrement neuf sur un marché aussi étroit. ATR a fixé ce mur droit dans les yeux, et au lieu de s'y fracasser comme ses rivaux, il a tout simplement refusé de le franchir. Là où le Brésilien réclamait une rupture, une motorisation révolutionnaire qui n'existait nulle part, le Toulousain a fait le pari exactement inverse. Conserver une formule éprouvée et la perfectionner sans relâche, année après année, par petites touches méthodiques. Aucun saut dans le vide, aucune promesse impossible. Une amélioration permanente plutôt qu'une révolution suicidaire. La dernière génération de sa motorisation, baptisée XT, illustre parfaitement cette philosophie.
Un moteur plus sobre, plus endurant, qui espace les révisions et réduit des coûts d'entretien, sans jamais exiger de réinventer la roue. Pendant que les autres mouraient en courant après la rupture, ATR survivait en cultivant la patience. Et cette patience paie aujourd'hui d'une manière éclatante. Regardez les chiffres de la seule année 2025. 9 Pongy, répartis dans 9 pays différents, ont passé commande, pour un total de 60 appareils. Parmi elles, 2 engagements massifs. 16 avions pour Air Algérie, 19 pour la taïwanaise Uni Air. Une fois retirées quelques annulations, il reste 50 commandes nettes et surtout un carnet de commandes qui dépasse désormais 160 appareils à construire. 160 avions vendus d'avance dans une catégorie que tous les géants de la planète ont jugé indigne de leurs efforts. Soyons honnêtes jusqu'au bout, car le bilan n'est pas une parade triomphale. Cette même année, ATR n'a livré que 32 appareils, contre 35 l'année précédente, freinés par les blocages persistants de toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. La maison toulousaine ne croule pas sous une croissance insolente. Elle avance, prudente, sur un marché restreint qui ne grossit guère. Mais voici le geste qui révèle tout. Au moment précis où le Brésil renonce, où le Canada laisse rouiller son outil, ATR fait l'inverse de tout le monde. Il rouvre une deuxième chaîne d'assemblage, vise une hausse de sa production de 20% dès 2026 et se fixe pour objectif d'atteindre 60 avions livrés par an à l'horizon 2030. On ferme partout, lui agrandit. Mieux encore, le Toulousain refuse de s'endormir sur son trône solitaire. Pendant que ses concurrents enterrent leurs ambitions, il prépare déjà l'avion régional de demain. À travers de vastes programmes européens de recherche, il développe des technologies hybrides destinées à faire voler, d'ici la fin de l'année 2029, un démonstrateur d'ATR 72 équipé d'une propulsion partiellement électrique. Non pas pour épater la galerie avec une maquette de salon, mais pour préparer concrètement la prochaine étape, un avion régional encore plus sobre, encore plus propre, toujours construit sur la même base, patiemment perfectionné. Là où les autres ont dépensé des fortunes en rêves qui ne volaient pas, la France investit dans une évolution qui, elle, finira par décoller. Voilà donc le visage du dernier survivant, un couple franco-italien né à Toulouse, doté de 2 avions sans génie apparent, mais armé d'une vertu que ses rivaux flamboyants n'ont jamais eue, la constance. Reste maintenant à voir ce que cette constance a fait subir concrètement à chacun de ceux qui ont cru pouvoir l'emporter contre elle. Car derrière chaque chaîne d'assemblage éteinte ailleurs dans le monde, il y a une humiliation, et elle mérite toute d'être racontée. Commençons par le plus douloureux de ces effondrements, celui des Pays-Bas. Pendant plus de 80 ans, le nom de Fokker a incarné l'orgueil aéronautique néerlandais. Ces avions à hélice, les Fokker 50 en tête, sillonnaient les ciels d'Europe et étaient réputés pour leur fiabilité. Et puis en 1996, l'impensable se produit. Fokker dépose le bilan. Pas après une longue agonie commerciale, pas faute de clients. Au contraire, l'entreprise s'effondre alors que son carnet de commandes est encore bien garni. Le coût de production dépassait le prix de vente. Chaque avion livré creusait un peu plus le gouffre. Et le gouvernement néerlandais, après avoir longtemps hésité, a fini par refuser de signer le dernier chèque de sauvetage. Une nation qui avait écrit certaines des plus belles pages de l'histoire de l'aviation a regardé son champion national disparaître, emporté par une arithmétique impitoyable. Tout son savoir-faire, toute sa gloire, n'ont pas pesé lourd face à une simple addition qui ne tombait jamais juste. La Suède, elle, a offert au monde une humiliation d'un genre plus cruel encore, celle du talent inutile. Le constructeur Saab a conçu un appareil que les ingénieurs admirent encore aujourd'hui, le Saab 2000. Une merveille technique, l'un des turbopropulseurs les plus rapides jamais construits, capable de filer à près de 665 km/h, soit la vitesse de certains petits avions à réaction. Sur le papier, c'était un chef-d'œuvre. Dans la réalité commerciale, ce fut un naufrage. Trop cher à produire, trop sophistiqué pour un marché qui réclamait avant tout de la simplicité et de la sobriété, il ne s'en est vendu qu'une 60aine d'exemplaires. Une 60aine. Saab a compris la leçon, a fermé sa division d'avions civils à la toute fin des années 1990 et s'est replié pour toujours sur ce qu'il savait vendre, des chasseurs et des radars militaires. Le génie suédois venait d'apprendre que, dans cette catégorie, être le meilleur ne sert strictement à rien si l'on ne peut pas être le plus rentable.
Les Britanniques, eux non plus, n'ont pas été épargnés. British Aerospace avait lancé un appareil au nom presque prophétique dans son ridicule, l'ATP, pour Advanced Turboprop, le turbopropulseur avancé. Il n'a avancé nulle part. Lourd, lent à se vendre, dépassé par ses concurrents directs, il s'est éteint dans une indifférence polie après une carrière commerciale étriquée. L'industrie britannique, qui avait jadis offert au monde des avions de légende, a discrètement refermé ce chapitre et n'y est jamais revenu. Vient ensuite le cas du Canada, et il mérite qu'on s'y attarde, car la chute touche ici un nom mythique. De Havilland n'est pas n'importe quelle marque. Sa maison mère britannique a donné au monde le tout premier avion de ligne à réaction, un pionnier absolu de l'aviation moderne. Et c'est sa branche canadienne qui a fini par produire le robuste Dash 8-400, un turbopropulseur plus rapide encore que les appareils toulousains et longtemps considéré comme leur plus sérieux rival. Et qu'est devenue cette légende? Sa chaîne de production a été stoppée, son usine historique vidée, ses ouvriers dispersés, ses outils recouverts de housses. Un nom qui résonnait comme une fanfare dans l'histoire de l'air ne fabrique plus aujourd'hui le moindre avion neuf. La fanfare s'est tue, remplacée par le silence d'un atelier à l'abandon que personne ne se résout à rouvrir. Mais l'humiliation la plus instructive reste sans conteste celle du Brésil, car c'est celle d'un roi déchu. On l'oublie trop souvent, mais Embraer n'a pas échoué en terrain inconnu. Le constructeur brésilien fut autrefois l'un des maîtres incontestés de l'avion régional à hélice. Son petit EMB 120, baptisé du nom de la capitale Brasilia, s'est vendu par centaines et a fait la fierté de toute une nation industrielle émergente. Le Brésil ne tentait donc pas d'entrer dans un domaine étranger. Il essayait de reconquérir un trône qu'il avait jadis occupé. Et c'est précisément ce qui rend sa reddition si cinglante. Non seulement il a renoncé à revenir, mais le voilà coincé. Replié sur ses petits avions à réaction, il en a même un, le 175 de nouvelle génération, qui reste lui aussi gelé, bloqué par des règles syndicales américaines qui en interdisent l'exploitation. Le géant brésilien se retrouve ainsi assis entre deux chaises, incapable de bâtir l'avion à hélice qu'il convoitait et empêché de vendre librement l'avion à réaction qui devait le remplacer. Faites maintenant le compte. Un champion néerlandais ruiné malgré ses commandes. Un joyau suédois trop brillant pour être rentable. Un turbopropulseur britannique avancé qui n'a mené nulle part. Une légende canadienne réduite au silence. Et un ancien roi brésilien coincé entre deux échecs. 5 fiertés nationales, 5 pays développés, 5 savoir-faire respectés, tous mis à terre par la même réalité brutale. Aucun de ces géants n'a été vaincu par un missile, par un concurrent agressif ou par un scandale retentissant. Ils ont été vaincus par une équation que pas un seul d'entre eux n'a su résoudre. Et au milieu de ce paysage de splendeur déchue, un seul acteur tient toujours sa machine en marche, livre ses avions, signe ses contrats et rouvre ses ateliers. Pas le plus brillant, pas le plus rapide, pas le plus prestigieux, simplement le plus obstiné. Reste alors la seule question qui compte vraiment. Que faut-il vraiment penser de cette victoire si particulière? Est-elle le signe d'une grandeur retrouvée ou la simple consolation d'un dernier debout dans une salle vide? La réponse, sans flatterie ni mensonge, est plus belle qu'on ne le croit. Alors regardons les choses en face, sans gonfler le tableau ni le maquiller. Cette suprématie française a des limites qu'il serait malhonnête de taire, et les passer sous silence reviendrait à insulter tous ceux qui connaissent réellement ce dossier. Le territoire sur lequel la France règne sans partage est petit, discret, sans la moindre paillette. On n'y brasse pas des milliards comme dans le grand transport aérien. On n'y aligne pas des livraisons par centaines. L'entreprise qui le domine n'est pas un pur joyau tricolore. Son capital se partage avec l'Italie, et le moteur qui anime ses hélices est conçu de l'autre côté de l'Atlantique. Celui qui espérait un récit d'écrasement total, de records fracassés et de coffres débordants d'or peut s'arrêter ici. Ce n'est pas cette histoire-là. Et pourtant, c'est exactement cette franchise qui donne à la victoire toute sa valeur. Car une fois le vernis gratté, une fois les exagérations balayées, il demeure un fait nu que nul ne peut contester. 5 nations industrielles, 5 pays riches, expérimentés, respectés, ont jeté l'éponge devant une catégorie entière de l'aviation civile. Et une seule est restée. Pas par hasard, pas par chance, par choix.
Pendant que les autres calculaient leurs pertes et fermaient leurs portes, la France a décidé de tenir le poste, de continuer à façonner, livrer, perfectionner ces avions dont le reste du monde ne voulait plus se donner la peine. Il ne s'agit pas d'un trophée ramassé dans une pièce vide. Il s'agit d'un poste de garde que tous les autres ont déserté et qu'un seul a refusé d'abandonner. Et si l'on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit que cette scène n'a rien d'un accident isolé. C'est une manière d'être, une habitude française que l'histoire répète avec une régularité troublante. Souvenez-vous, quand l'Europe entière doutait de pouvoir tenir tête au mastodonte américain de l'aéronautique, c'est en grande partie depuis le sol français qu'est né le défi qui allait pourtant devenir le premier avionneur du monde. Quand l'accès à l'espace semblait réservé aux deux seules superpuissances de l'époque, c'est la France qui a poussé l'Europe à se doter de ses propres fusées plutôt que de quémander une place à bord de celle des autres. Quand on jugeait le train condamné par l'avion, c'est elle qui a lancé ses rames à grande vitesse et redessiné la carte des distances. À chaque fois, le même scénario. Le consensus mondial disait renoncer et la France, têtue, répondait continuons. Voilà le fil rouge que cette modeste affaire d'avion à hélice vient prolonger sous nos yeux. La France a cette particularité rare de ne pas mesurer la grandeur d'une industrie uniquement à son prestige ou à ses profits immédiats. Elle finit ce que les autres abandonnent. Elle reste où les autres fuient. Et c'est peut-être là que se cache la leçon la plus inattendue de toute cette histoire. On célèbre volontiers la France des machines spectaculaires, celle des chasseurs de combat admirés sur tous les continents, celle des jets de luxe qui transportent les puissants de ce monde, celle des fusées qui percent le ciel. Mais il existe une autre gloire, plus silencieuse, presque invisible, et pourtant tout aussi précieuse. Car derrière ces avions sans gloire apparente, il y a des vies bien réelles. Il y a l'habitant d'une île reliée au continent par ce seul appareil. Il y a le malade transporté d'urgence depuis une région que nulle autoroute ne dessert. Il y a la petite ville de province qui ne resterait sans cette ligne qu'un point isolé sur la carte. Pendant que les géants de la planète couraient après les projets clinquants et les maquettes de salon, la France, elle, a continué de fabriquer l'outil discret qui maintient des territoires entiers reliés au reste du monde. Garder vivant l'indispensable quand tout le monde ne jure plus que par le spectaculaire, voilà une forme de grandeur que l'on n'enseigne pas et que pourtant ce pays pratique avec une constance déconcertante. Le dernier debout n'est donc pas le perdant d'une salle désertée. C'est celui qui n'a pas couru se mettre à l'abri quand l'orage a éclaté. C'est celui qui, longtemps après le départ des autres, tient encore l'outil dans sa main et continue, jour après jour, de bâtir ce que plus personne n'ose construire. Et tandis que d'anciens rois enterrent leurs ambitions et que de grandes signatures de l'aviation s'effacent dans le silence de leurs ateliers vides, une coentreprise installée dans le sud-ouest de la France relance tranquillement ses ateliers et trace déjà la route du prochain demi-siècle. La France n'a pas gagné cette bataille en écrasant ses rivaux. Elle l'a gagnée en restant debout quand tous les autres, l'un après l'autre, se sont assis. Et c'est sans doute la plus française des victoires. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ignoriez, appuyez sur le pouce levé pour soutenir cette chaîne. Dites-nous en commentaire quel autre avion, quelle autre industrie la France a su garder vivante alors que le monde entier l'avait abandonnée. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines histoires de ces machines françaises qui changent le monde sans jamais faire de bruit.